Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, sur Sud Radio à 8h15, c'est l'heure du petit déjeuner politique avec notre invitée Marion Maréchal, directrice de l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques à Lyon, et soutien d'Éric Zemmour. Bonjour Marion Maréchal. Les mots qui fusent dans la campagne, la rivalité avec Marine Le Pen pour le premier tour, les clivages et les appels au rassemblement, les 10 derniers jours de campagne avec en toile de fond toujours la guerre russe en Ukraine et toutes les conséquences économiques. Revenons un instant quand même sur les suites du Macron assassin entendu au Trocadéro, des échanges hier à distance entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, de l'indignité selon le chef de l'État, du mépris face à la souffrance des Français, a répliqué votre candidat. Et puis beaucoup de zémouristes qui ont partagé sur les réseaux sociaux des exemples de faits violents, des agressions aux Français migrants, etc. Vous dites donc qu'Emmanuel Macron est responsable de la violence qui sévit aujourd'hui en France ? Non, ce que je dis en tout cas sur cette affaire, c'est que je trouve qu'il y a un traitement médiatique complètement déplorable. C'est-à-dire qu'on a hier un fait politique majeur qui est le plus grand meeting de la campagne, près de 100 000 personnes réunies, des discours qui durent jusqu'à 3 heures, un discours très dense d'Éric Zemmour sur l'assimilation, sa vision de l'État, sa vision de la France. Et on a, au lieu d'avoir de la part d'un certain nombre de journalistes une analyse sur ce phénomène, sur ce succès, on a une espèce de pseudo-polémique montée artificiellement parce qu'une partie de la foule a scandé 10 secondes ce slogan dont tout le monde admet qu'il est évidemment excessif, critiquable. Bah oui, mais voilà. Est-ce que Éric Zemmour n'aurait pas dû dire non, s'il vous plaît, stop? Alors déjà, d'une part, il explique qu'il ne l'a pas entendu, donc on peut quand même lui accorder cela. Et pour avoir moi-même fait un discours, je vous garantis que les retours de foule sont pas si simples que ça. Ensuite, si vous voulez, ce qui est quand même gênant dans la démarche médiatique qu'on voit actuellement, c'est qu'on a le sentiment que les journalistes, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, sont plus obsédés par le fait d'obtenir une condamnation et une contrition que d'analyser peut-être aussi cette colère d'une foule pacifique qui scande ce message après la liste énumérée par Éric Zemmour sur un certain nombre de crimes sordides commis par des terroristes ou des crimes de droit commun à l'encontre de Français. Oui, mais le ton est violent quand même de ces mots. Et donc, ce que disent en fait certains commentateurs et puis même des politiques, c'est que Éric Zemmour entretient cela. Ah, je ne crois pas une seule seconde qu'Éric Zemmour ait entretenu ça. C'est pas lui qui a lancé évidemment cette phrase. Il a simplement rappelé la responsabilité de l'État dans le cadre de cette succession de meurtres et de l'ensauvagement de la société, parce que la politique pénale aujourd'hui ne répond plus malheureusement à cet ensauvagement, que il n'y a pas assez de place dans les prisons, que nous avons un système carcéral qui permet des remises automatiques de peine, Oui, mais d'accord. Mais bon, donc ça c'est pas lié directement à. Non, mais c'est la responsabilité, Macron, c'est la responsabilité de l'État et du gouvernement qui était mis en cause. Donc ce qui aurait été intéressant, et je pense que c'est ça qu'il faudrait relever, c'est que les journalistes peut-être analysent cette colère. On était face à une foule pas totalement pacifique, il n'y a eu aucun débordement, il n'y a eu aucune violence. Donc c'est bien qu'il y a aujourd'hui une profonde indignation de la part de la population à l'égard de cela. Oui, vous avez d'ailleurs rédigé hier sur Facebook un billet sur la colère. Vous dites que vous comprenez cette colère des Français. Je dis que ce serait intéressant de l'analyser. Parce que si aujourd'hui cette foule, une fois plus pacifique, c'était des familles, c'était des pères, des mères, enfin on voit rien de plus totalement classique, scande ce genre de choses, c'est bien qu'il y a une énorme lassitude et indignation à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui en France et de la multiplication des crises que nous vivons, notamment sur le plan sécuritaire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu malheureusement cela, il y a eu une tentative de polémique qui me semble moi totalement artificielle et surtout une espèce de poussée à la justification des cadres de reconquête notamment et d'Éric Zemmour qui n'y était strictement pour rien, et c'est ça que je déplore. Et c'est vrai que c'est un peu le deux poids deux mesures qui est gênant, si vous voulez, parce que depuis quelques semaines on assiste à une multiplication d'agressions et verbales et physiques extrêmement graves, au couteau, à la matraque de militants notamment de reconquête et du Rassemblement national, et je n'ai pas vu cette indignation, cet appel à la condamnation, cette prise en main. Bon, donc on a le sentiment quand même qu'il y a eu une forme de volonté d'occulter malgré tout le succès d'hier. Oui. Et est-ce que, Marion Maréchal, ça ne va pas, ce genre de polémique, ça ne va pas non plus à l'encontre de ce que vous souhaitiez en revenant dans l'arène politique? Vous aviez dit que vous reveniez parce que Éric Zemmour pouvait rassembler. Est-ce que ce n'est pas l'inverse qui est en train de se produire? Je crois pas du tout. Ça remet pas en cause la capacité de rassemblement d'Éric Zemmour. Ça remet pas en cause les nombreux ralliements qu'il a eu côté RN ou côté LR ou côté ex-MPF ou DLF. Ça remet pas en cause le fait qu'aujourd'hui, dans les Français qui souhaitent voter pour lui, il y a à peu près la moitié qui viennent précisément du Rassemblement national
ou des Républicains. Vous avez l'impression qu'il a réussi parce que vous aviez dit il y a des murs à abattre justement pour qu'il y ait le rassemblement. Vous avez l'impression qu'ils sont abattus ces murs? On a l'impression qu'il y en a d'autres nouveaux qui sont en train de se construire, s'ériger. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est que indéniablement, il a aujourd'hui fragilisé le cordon sanitaire. Ouais. J'en veux pour preuve l'état actuel de sa campagne, mais au-delà de ça, le fait qu'il ait d'ores et déjà un certain nombre d'élus LR de premier plan, je pense à Éric Ciotti, je pense à François-Xavier Bellamy qui est le chef de la délégation LR au Parlement européen, qui ont dit qu'en cas de second tour, ils appelleraient à voter Éric Zemmour s'il était face à Emmanuel Macron. Et c'est ce qui me fait dire d'ailleurs qu'il y a une telle inquiétude à l'égard de la candidature d'Éric Zemmour, parce que le scénario d'un deuxième tour avec Éric Zemmour face à Emmanuel Macron comporte beaucoup d'inconnus et probablement des marges de progression électorale qui ne sont pas aujourd'hui mesurées. Et à l'inverse, ça c'est mon avis, de ce qui malheureusement pourrait advenir si nous avions en deuxième tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, où là le scénario pour avoir déjà été vécu serait probablement avec une issue similaire à la fois dernière. Marion Maréchal, quelle serait la différence justement entre un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen et un second tour Emmanuel Macron, Éric Zemmour? Précisément ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que déjà sur le plan de la symbolique et des appels à voter et des ralliements, on verrait probablement des ralliements, ce que nous n'avons pas vu et ce que nous ne verrons malheureusement probablement. On verrait probablement, c'est-à-dire que vous n'avez pas de certitude non plus. Avec Marine, moi en tout cas je m'en tiens aux annonces de ceux qui ont expliqué qu'ils appelleraient à voter si jamais. Donc déjà c'est intéressant, on voit que de ce point de vue-là les lignes bougent. Moi ce dont je suis convaincu, c'est que si Éric Zemmour était qualifié, non seulement il rallierait une grande partie de l'électorat actuel du RN, mais aussi probablement une partie non négligeable de l'électorat LR, ce qui serait probablement plus compliqué en ce qui concerne Marine Le Pen, et pour l'avoir déjà éprouvé aussi, parce que c'est ça la difficulté, c'est qu'en ce qui concerne le RN, malheureusement depuis quelques années, on voit bien qu'il y a une espèce de plafond de verre au second tour, et comme le second donc tour, ce serait un vote utile en quelque sorte, quoi. C'est ce que vous dites, quoi. En tout cas, moi ce que je constate, c'est que le vote utile aujourd'hui, il ne peut pas être brandi par le Rassemblement national pour la simple et bonne raison qu'ils sont donnés perdants dans toutes les configurations. Donc en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt de dire où est-ce que on peut avoir Éric Zemmour aussi, Oui, mais où est-ce qu'on peut avoir un outil de recomposition? Voilà. Or, les fondations posées depuis maintenant quelques mois dans cette campagne me semblent en dynamique côté Éric Zemmour et ne me semblent pas ailleurs. Et le Trocadéro en est l'une des démonstrations. Parce qu'il n'y a pas que les sondages, vous savez, dans l'analyse. Il y a beaucoup de choses. Il y a le nombre d'adhérents, il y a le souffle sur la campagne. Mais vous avez une défiance vis-à-vis des sondages ou pas? Les sondages sont quand même un reflet. De toute façon, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, la bonne ligne de conduite, dans tous les cas, c'est de les prendre avec beaucoup de précaution, parce que ces dernières années, on l'a bien vu, notamment aux dernières régionales. Typiquement, le Rassemblement national devait gagner 3 régions. Même en PACA, région que j'affectionne particulièrement pour y avoir été candidate la fois dernière, Thierry Mariani était donné gagnant dans tous les cas de figure, et malheureusement, il perd avec 10 points de moins que ce qui était annoncé. Aux dernières présidentielles, c'était la même chose. Malheureusement, Marine Le Pen est arrivée bien en deçà de ce qui était annoncé au premier et au second tour. Donc on voit bien qu'il y a quand même manifestement un biais qui remet beaucoup de choses en cause, qui est notamment le biais de l'abstention, et dont on peut malheureusement imaginer qu'il va s'aggraver à ces élections. Pourquoi ? Parce que la guerre russo-ukrainienne déjà a écrasé finalement le débat, et que nous avons un certain nombre de candidats, notamment Emmanuel Macron, mais aussi Marine Le Pen, qui ne veulent pas se prêter au jeu du débat face aux autres candidats, et qui donc malheureusement empêchent la tenue d'une véritable confrontation des idées, et puis d'un bilan finalement de ce quinquennat. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui à contre-temps dans cette présidentielle aussi? Parce que vous avez dénoncé une nouvelle fois l'immigration ce week-end au Trocadéro, alors que ce qui préoccupe beaucoup quand même les Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat et les prix de l'énergie, avec les conséquences, vous l'avez évoqué, du conflit russo-ukrainien. Alors, je crois qu'en fait, opposer les deux est une erreur, et je pense que Éric Zemmour a raison de dire que la fin du mois ne doit pas s'opposer à la fin de la France, si je puis utiliser cette expression. C'est-à-dire que les préoccupations des Français, on le voit dans tous les sondages, elle est évidemment le pouvoir d'achat, mais elle est aussi l'immigration, elle tient aussi à la sécurité, elle tient aussi à la question du terrorisme, et que de toute façon décorréler les deux est une erreur, en ce sens que l'effondrement du pouvoir d'achat des Français depuis maintenant des années est aussi lié au fait que notre système social
sociale est ruinée par l'arrivée d'une immigration de masse qu'elle porte à bout de bras. Oui, mais est-ce que ce n'est pas plus difficile pour vous de vous faire entendre sur les questions de fond que vous développez autour de l'immigration, alors qu'aujourd'hui, les Français quand même sont concernés par cette préoccupation, cette incertitude du pouvoir d'achat et puis de l'énergie? Alors déjà, je pense que c'est un procès un peu injuste qui est fait à Éric Zemmour, parce qu'en l'occurrence, dans son programme, il a quand même 28 milliards d'euros prévus de pouvoir d'achat retrouvé pour les Français, des mesures extrêmement ambitieuses aussi pour permettre plus de compétitivité des entreprises, le tout intégralement financé. Donc il l'a dit, redit et présenté. Ce qu'il dit en revanche, à côté de cela, c'est que pour lui, et c'était la justification de son entrée en campagne, le combat civilisationnel est un combat absolument prioritaire, parce que si nous ne réglons pas cette question de civilisation, malheureusement, eh bien, nous ne pourrons pas traiter efficacement la question de la prospérité et de l'économie. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il est sain, quand on fait de la politique, de ne pas nécessairement se laisser embarquer exclusivement par l'actualité du moment, mais d'être capable de traiter tous les sujets de manière cohérente. Oui. Alors, Éric Zemmour, vous aviez laissé entendre qu'il était capable d'abattre les murs aussi entre les catégories socio-professionnelles. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour lui aujourd'hui? En tout cas, c'est déjà ce succès d'abattre les murs, il est déjà notable dans on va dire la qualification des Français qui disent aujourd'hui vouloir voter pour lui. On retrouve dans ces Français convaincus par Éric Zemmour de toutes les catégories socio-professionnelles, de tous les âges. Catégories populaires vont beaucoup plus encore vers Marine Le Pen. Mais aussi, ça a évolué d'ailleurs au fil des mois. On voit bien qu'il s'est fait connaître auprès de ces Français qui peut-être le connaissaient de loin et mal. Donc les choses ont quand même évolué de ce point de vue-là, et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça remet le clivage sur les idées, sur la vision, et pas seulement sur la condition matérielle, où on avait le sentiment depuis quelques années que c'était dorénavant la condition sociale qui faisait le vote. Oui. Et je pense que la France souffre déjà de beaucoup de fractures, à la fois des fractures, on va dire, migratoires, religieuses, sociales, territoriales, et les politiques ont le devoir, non pas de les aggraver, ces fractures, de les figer dans le vote, mais bien au contraire de les atténuer. Vous avez l'impression, donc, Marion Maréchal, que c'est en train de bouger. C'est-à-dire, on disait que le vote populaire allait plutôt vers Marine Le Pen, que le vote progressiste, entre guillemets, allait vers Emmanuel Macron, et le vote bourgeois se partageait, là, aujourd'hui, entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. C'est en train de bouger. Ce que je constate, oui, aujourd'hui, quand on fait l'analyse détaillée, on voit bien que cette nouvelle offre politique offerte depuis maintenant décembre avec Reconquête est en train de rebattre un peu les cartes du jeu politique. Et c'est d'ailleurs l'enjeu pour cette élection, c'est de recomposer aussi plus largement la vie politique française, qui est figée depuis des années et dont on voit bien que l'issue est toujours la même. Et avec Éric Zemmour, on a cet avantage-là. On a un homme en plus qui n'est pas un homme politique professionnel et donc qui n'est pas là, qui n'a jamais vécu de la politique et qui donc n'est venu que parce qu'il était sincèrement soucieux de l'état de son pays. Et je pense que cela, les Français le ressentent. Ouais. Quelles sont ces dernières cartes selon vous actuellement pour remonter quand même dans les intentions de vote, parce qu'il est quand même distancé? Je pense qu'il en a beaucoup, parce qu'en fait 14 jours c'est court, mais c'est long à la fois. Non, mais il faut jouer entre guillemets une ou deux cartes, quoi, probablement. Déjà il y a une grande offensive de terrain qui est lancée. Il y a près de 100 meetings qui vont se tenir de la part de l'ensemble des orateurs d'ici le premier tour. Une lettre aux Français qui va être envoyée massivement, les 100 000 adhérents qui sont mobilisés sur le terrain, des meetings qui vont encore être tenus et des opérations de terrain qui vont être conduites avec chaque fois un message fort autour de ces sujets qui lui tiennent à cœur, mais pas seulement. Et notamment la question de l'insécurité, dont on voit bien avec l'actualité de Sevran actuellement, que si les crises ne s'annulent pas, c'est pas parce qu'il y a eu le Covid ou parce qu'il y a la guerre que d'un coup l'insécurité disparaît, les émeutes urbaines disparaissent, les crimes, les viols, les cambriolages qui explosent, et on voit bien que depuis 2 jours à Sevran, on a eu tendance à occulter cette réalité française. Et donc je pense que le rôle d'Éric Zemmour et ce à quoi il va s'atteler, c'est de rappeler cette réalité française et de rappeler les propositions nécessaires pour y répondre. Question annexe, Marion Maréchal, il y a le retour du Covid depuis quelques jours. Est-ce qu'il faut, le jour des élections, porter le masque dans les bureaux de vote ? Est-ce qu'il faudrait le rendre obligatoire ? De toute façon, s'il y a une augmentation des cas positifs, la bonne manière de vivre est évidemment de garder ce qu'on appelle les gestes barrières de précaution. Ce que je crois en revanche, c'est que le bon indicateur, ce n'est pas tant le nombre de cas positifs que le nombre de lits aux urgences qui sont pris et le nombre de morts. C'est ça l'indicateur réel. S'il s'avère, et ça semble être le cas, que cette nouvelle envolée du Covid est plutôt un Covid léger, on va dire peu dangereux, il faut quand même qu'à un moment donné nous acceptions de revivre normalement. Il a bien géré, Emmanuel Macron, là, les dernières semaines ?
Justement, c'est le Covid. Moi, j'étais en retirant les masques. J'étais dès le départ contre la mise en place de ce pass sanitaire que je trouve moi profondément discriminatoire et dangereux dans la remise en cause de principes fondamentaux dans notre manière de vivre. Donc, disons que j'étais évidemment heureuse qu'il soit non pas enlevé mais suspendu, j'espère que vous avez entendu le mot, donc j'imagine qu'il le garde pour pouvoir le remettre après. J'ai trouvé un peu cynique malgré tout qu'il soit enlevé si tard et en dernière ligne droite. Ce que je crois maintenant, c'est qu'il est important, plutôt que de mettre en place des restrictions de liberté extrêmement graves comme nous le voyons depuis 2 ans avec des conséquences économiques graves, que nous réarmions notre hôpital. Oui. C'est ça, à mon avis, la priorité. Et de ce point de vue-là, on aurait pu attendre d'Emmanuel Macron qu'il remette en place les 15 000 soignants suspendus, plutôt que d'annoncer de nouvelles créations de postes, alors même que ce personnel est là, il est formé et il est à disposition. Ça aurait été quand même au fait, Emmanuel Macron, logique. Il est de droite ou de gauche pour vous ? Sincèrement, je pense que c'est un homme déjà qui vient du Parti Socialiste, qui se revendique progressiste. Vous savez que progressiste, c'est quand même un terme qu'on retrouve plutôt dans la famille traditionnelle de la gauche. Quand je l'écoute et quand j'écoute son annonce de programme, j'ai l'impression que c'est une forme plutôt de technocratie centriste, si vous voulez. Il assume les deux jambes. Il faut marcher sur ses deux jambes. Je crois surtout qu'il est capable d'embarder idéologiques assez spectaculaires. On l'a vu sur le nucléaire, on l'a vu sur les retraites, on l'a vu même sur la soi-disant autonomie stratégique européenne qu'il appelle de ses voeux en votant des choses qui vont à l'exact inverse au niveau européen. Bon, donc en réalité, je pense que c'est un homme qui n'a pas véritablement de squelette. Et c'est en cela d'ailleurs que je m'inquiète de sa réélection. Parce que le problème avec lui, c'est que comme il n'y a pas de vision claire, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé tous les 6 mois. Voilà. Bon. Second tour, Macron-Marine Le Pen. Donc un dernier mot, vous n'aurez aucun doute pour le bulletin de vote ? Ah non, moi je l'ai dit, évidemment, de toute façon, l'adversaire c'est Emmanuel Macron. Après, ce dont je suis convaincu, c'est qu'Éric Zemmour peut être qualifié. Et j'appelle d'ailleurs les gens à se rendre aux urnes, parce que l'élection n'est pas faite, n'est pas jouée, en dépit de ce qu'on essaye peut-être de leur faire croire. Et vous allez continuer après les législatives ? Alors je ne sais pas si j'irai moi personnellement aux législatives, mais je serai de toute façon impliqué auprès de cette campagne. Vous irez, vous en avez envie. Alors que j'en ai envie peut-être, mais après j'ai d'autres, on va dire, contingences personnelles qui font que c'est un petit peu plus délicat, mais néanmoins je serai aux côtés. Vous aurez un bébé, mais vous pouvez aller quand même. Je serai aux côtés de cette campagne, bien sûr, pour aider, parce que je crois que de toute façon c'est un combat de longue durée, de longue haleine qui s'est lancé, et la présidentielle n'en est que la première étape, et l'objectif c'est derrière de constituer une majorité parlementaire, avec, je l'espère, des alliances nombreuses, et à ce titre c'est aussi un enjeu très important qui est tributaire de la présidentielle. D'où l'importance d'abord d'assurer le succès de cette présidentielle. Merci Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour qui était l'invité ce matin de Sud Radio.